pense ce qui est intéressant, c'est que ça fait lien avec le que je vais faire, mais on n'a pas encore la réponse, c'est qu'une partie des collagènes et une partie de la mélanine, enfin de certains types de mélanine, sont en monodépendance. Mais on a quelques données, mais pas encore suffisamment pour pouvoir dire avec certitude qu'on va pouvoir prendre service. Mais donc ça va être le lien avec ce topo-là, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'histoire qui est probablement en monodépendance. Et on sait bien que le collagène de type 4, il y a certains collagènes qui sont contrôlés, notamment par les hormones féminines. Ce qui fait aussi la règlement, franchement. Oui, non, enfin bon. Et que, bon, il y a beaucoup d'études à ménopause, de modification du tissu élastique, etc., qui sont liées justement à la carence oestrogénique. Enfin, un petit peu ce que je vais vous raconter. Là, moi, ce que j'avais préparé, c'était plutôt la physiologie, c'est-à-dire la place des hormones chez la femme. Je parle que de la femme, je aurais pu parler des messieurs, je suis aussi endocrinologue, comme gynécologue, mais j'ai préparé plutôt un topo sur les femmes et sur les hormones endogènes et exogènes, pour que vous ayez les bases un petit peu, vous rappeler un peu ce que vous avez appris dans vos cours à l'école, que vous avez probablement oublié, mais qui probablement vont être importants pour vous dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler avec M. Amonette justement sur la contraception, comment est-ce qu'en modulant les hormones, on pourrait essayer d'améliorer le syndrome. On n'a pas encore toutes les réponses, hein, c'est le début de l'histoire. Mais c'est clair que le tissu de soutien est modulé par les hormones, ça c'est sûr. Il y a déjà des données. Donc, le fait qu'il y ait plus de femmes ici, c'est déjà ah oui, mais c'est pour moi, donc on fait le lien avec la suite alors peut-être. Oui, bien sûr, parce que je sais qu'il y a des horaires respectés par la monde, je me suis engagé. Donc effectivement, 80% de femmes, 81% même nous dit M. Amonette, et donc un petit peu moins de 20% de messieurs. Ça évoque soit un lien génétique avec le chromosome X, mais vous nous dites que c'est une maladie autosomique dominante, donc ça veut dire que ce n'est pas associé au chromosome X, soit des facteurs probablement hormonodépendants. Et c'est pour ça que je pense que nous, gynéco-endocrinos, on peut peut-être essayer de vous aider en travaillant sur ce syndrome. Je ne suis pas sûre que les gens aient beaucoup travaillé jusqu'ici. En tout cas, moi, je n'ai absolument pas retrouvé de données dans la littérature. Vous savez, quand on s'intéresse à une maladie, on va regarder ce que les autres publient sur des bases de données bibliographiques qu'on appelle PubMed. Et quand on fait un PubMed sur les nerfs dans l'os, quel que soit le type, eh ben, on ne trouve pas grand-chose sur l'hormonodépendance. Or, moi, ça fait très juillet, vous voyez, j'ai des cheveux blancs, donc ça fait très longtemps que je fais de la médecine, ça fait très longtemps que je m'occupe des dames, un peu des messieurs aussi, et que je m'occupe de plus en plus de maladies, justement, chroniques, qui sont hormonodépendantes. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que les hormones, enfin, féminines, interagissent avec l'immunité, donc l'immunité est impliquée dans plein de maladies, et interagissent justement avec un certain nombre d'autres composants du corps, et le tissu de soutien en est un exemple. Donc je pense qu'effectivement, peut-être qu'en travaillant un peu plus sur votre maladie, on va arriver à améliorer certains symptômes et à rendre service. Alors en plus, donc, comme vous l'a présenté M. Amonette, c'est vrai que beaucoup de femmes ont des règles abondantes. Et donc c'est important de pouvoir essayer de diminuer cette abondance de règles. Je pense qu'avec nos traitements hormonaux aussi, on peut peut-être améliorer les choses. Donc c'est une question qu'on s'est posée. Donc pour vous faire comprendre un peu notre raisonnement, donc si je peux avoir la diapo suivante, je me suis permis de faire un rappel très physiologique. Donc sur les différentes étapes de la vie qu'on appelle vie reproductive ou vie génitale chez la femme, donc la puberté, c'est le moment où commence la sécrétion d'hormones féminines qu'on appelle œstrogène et œstradiol, c'est l'hormone principal par l'ovaire. Chez la petite fille, vers l'âge de 8-10 ans, va apparaître le bourgeon mammaire, puis ensuite va suivre le développement pubertaire pour arriver aux premières règles. D'accord? Et donc la puberté, c'est justement l'apparition des sécrétions hormonales. Donc c'est vrai chez le garçon aussi, là j'ai parlé que de la femme, mais chez le garçon c'est un petit peu plus tard dans la vie, c'est un peu décalé par rapport à la fille. Et donc c'est l'apparition des sécrétions hormonales, avec au début uniquement les œstrogènes, puis les cycles qui vont devenir, les cycles menstruels qui vont devenir ovulatoires. Il va y avoir une ovulation au milieu du cycle. Donc en première partie de cycle, il y a des œstrogènes, et en deuxième partie de cycle, il y a des œstrogènes et de la progestérone. La progestérone étant l'hormone qui va préparer la muqueuse de l'utérus, on va y revenir, qu'on appelle l'endomètre, à la nidation pour une grossesse. Donc le but, c'est de préparer à la grossesse tous les cycles. Enfin, à chaque cycle, il y a une ovulation, une préparation à la grossesse. Et puis, donc, la ménopause, c'est caractérisé comme la fin de la sécrétion hormonale et de la possibilité de se reproduire. Donc, il y a une disparition progressive au cours de la vie des follicules dans les ovaires, les follicules étant donc des cavités qui contiennent l'ovocyte et qui ont aussi des cellules qui vont sécréter des hormones.
Et donc la ménopause est caractérisée justement par l'extinction de la sécrétion hormonale et une situation de carence oestrogénique, donc ils vont apparaître éventuellement un certain nombre de symptômes associés à ça. Je peux voir la diapo suivante. Alors ça c'est un schéma un petit peu compliqué, mais qui vous permet de voir les événements sur ce schéma, l'ensemble des événements du cycle menstruel. Alors, le cycle menstruel, il est commandé par une commande qu'on appelle hypothalamo-hypophysiale, c'est-à-dire au niveau de l'hypothalamus, il y a des neurones qui vont sécréter une hormone qu'on appelle la GnRH, ce qui veut dire gonadotrophine releasing hormone, c'est en anglais, ça veut dire que cette hormone est libérée par les corps, enfin est synthétisée par les corps cellulaires et libérée par les liaisons neuronales, donc des neurones dont le corps cellulaire est au niveau de l'hypothalamus qui vont aller au niveau de l'hypophyse, qui est une petite glande qui est juste derrière l'œil. Et cette glande hypophyse contient des hormones qui vont aller commander la croissance folliculaire, donc le fonctionnement des ovaires, cette hypophyse comportant aussi d'autres hormones qui vont aller commander la thyroïde, la surrénale. Donc en ce qui concerne les ovaires, les deux hormones qui sont impliquées dans le contrôle du cycle menstruel, c'est la FSH et la LH. La FSH, elle vient folliculine stimulating hormone et LH lutéine hormone. Donc la FSH, sa fonction, c'est d'aller contrôler la croissance du follicule, ce que vous voyez ici, le petit rond. Et la LH va déclencher l'ovulation. Et en plus, la FSH va faire synthétiser l'hormone œstradiol et la LH va faire synthétiser plutôt les hormones androgènes, qui sont donc les hormones prédominantes chez l'homme mais qui existent aussi chez la femme, qui sont des précurseurs des œstrogènes. Donc FSH et LH ont une double fonction. Faire la croissance folliculaire, provoquer l'ovulation, c'est-à-dire l'ouverture de ce follicule avec l'émission de l'ovocyte qui va, s'il y a eu rapport et pas de contraception, s'il y a eu rapport à ce moment-là, pouvoir éventuellement être fécondé par un spermatozoïde et donc entraîner une grossesse, donner naissance à un embryon, puis un fœtus et enfin un enfant. Et donc la FSH contrôle la croissance de ce follicule, la LH déclenche l'ovulation et toutes les deux sont impliquées aussi dans la synthèse des hormones œstrogène et progestérone. La progestérone survenant après l'ovulation, vous voyez ici sur le schéma, les œstrogènes sont synthétisés et libérés en première phase de cycle, puis associés avec la progestérone qui caractérise l'apparition de l'ovulation et la suite, ce qu'on appelle la phase lutéale. Donc le cycle menstruel est réparti en deux phases. La première phase est appelée phase folliculaire, il n'y a que des œstrogènes et un petit peu d'hormones mâles qu'on appelle des androgènes. En deuxième phase de cycle, il y a des œstrogènes et de la progestérone, et toujours un petit peu d'hormones mâles. Alors ces hormones vont aller être sécrétées dans le corps, vont aller agir un petit peu partout, et c'est pour ça qu'elles peuvent avoir des effets au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, en plus, il y a des productions locales, mais elles peuvent passer la barrière au niveau du cerveau, au niveau des seins, au niveau de l'utérus, mais aussi au niveau probablement des articulations, etc. On sait maintenant très bien que, par exemple, chez les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui en donnent un inhibiteur d'aromatase, l'aromatase, c'est l'hormone qui permet la transformation, l'enzyme qui permet la transformation des androgènes, donc ces hormones qui sont produites chez la femme aussi, en œstrogènes. Et cette enzyme aromatase existe dans beaucoup d'endroits, dans les seins, dans le tissu adipeux, au niveau du foie. Donc quand on fait un cancer du sein, on essaie d'enlever toute la production d'œstrogènes, on donne des inhibiteurs d'aromatase. Et il y a des douleurs, M. Abdelet nous ne dira pas, je pense qu'il va la vu, des personnes qui disent ça, il y a des douleurs musculaires et des douleurs articulaires très importantes. Et à la ménopause aussi, chez les femmes, quand il y a une carence œstrogénique, chez certaines femmes, elles ont des douleurs musculaires et des douleurs articulaires. Les douleurs articulaires sont très particulières. Donc ça veut dire que ces hormones féminines sont capables d'agir à plein d'endroits. Et peut-être que dans le syndrome de Ehlers-Danlos, c'est une partie de l'histoire, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. C'est quelque chose qu'on va étudier, je pense que c'est extrêmement intéressant à étudier. Mais donc ça circule dans le corps. Et des récepteurs aux hormones, en fait, il y en a un petit peu partout. Il y en a sur les vaisseaux, il y en a dans le cerveau, il y en a dans les seins, il y en a dans l'utérus, ça c'est classique. Mais maintenant on se rend compte qu'il y en a à peu près partout, y compris dans l'os, donc dans le cœur, il y en a partout.